Aujourd'hui, nous avons avec nous une invitée très spéciale. Il s'agit d'une incroyable entrepreneuse qui a rencontré le succès dans l'industrie de la beauté digitale. Connue pour son innovation, sa résilience et sa passion, je vous souhaite la bienvenue, Léa Simpa, fondatrice de Soleya. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui, Léa Simpa. Merci à vous de m'inviter. Je vous en prie. Nous sommes également ravis de vous accueillir. Nous allons nous prolonger dans le vif du sujet. Ok. Moi j'ai grandi à La Réunion et depuis toute petite, j'avais l'habitude de porter des tresses avec des rajouts, mais c'était pas du tout à la mode en fait. C'était pas du tout valorisé à La Réunion. Et je suis partie en métropole, je suis restée 10 ans en métropole et là-bas j'ai continué à porter ce genre de coiffure et en fait c'était beaucoup plus facile là-bas parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes, c'est facile en fait de trouver une coiffeuse par exemple parce qu'il y a une certaine communauté afro, il y a des applications qui existent aussi pour trouver une coiffeuse facilement. Et donc en 2020, je suis rentrée à La Réunion et en fait j'ai vu que les tresses étaient devenues à la mode, c'était plus du tout comme avant, mais que c'était toujours aussi difficile de trouver sa coiffeuse de confiance. Et donc j'ai eu envie de mettre en place une application comme ça existe en métropole pour pouvoir prendre rendez-vous plus facilement avec des coiffeuses parce que je me suis rendu compte que c'était pas que mon souci, mais qu'en fait il y avait plusieurs femmes qui avaient différents besoins spécifiques en termes de beauté, coiffure, bien-être et qui ne savaient pas exactement où trouver ce qu'il leur fallait. Donc je me suis dit qu'il fallait mettre ça sur une application. Donc j'ai créé Soleya, c'est une application mobile qui permet de trouver autour de chez soi qui fait quoi dans les domaines, comme je disais, de la beauté, de la coiffure et du bien-être. Et donc ça permet aussi à des femmes entrepreneurs dans ces milieux-là de mieux développer leur activité au commencement en leur apportant de la visibilité, ce qui leur permet d'attirer de la clientèle. Alors, il y a... En fait, pour moi, tout s'apprend. Et je pense que les compétences dont on a besoin pour devenir entrepreneur, on les apprend au fur et à mesure. Je pense que pour réussir dans l'entrepreneuriat, la première chose, en fait, c'est la volonté. Donc, c'est pas une compétence, en fait, c'est personnel. Il faut vraiment avoir envie de se lancer dans un projet et il faut être animé par son projet. Et en fait, pour moi, une fois qu'on a ça, il y a tout le reste qui va venir petit à petit. Et les compétences, en fait, on va les acquérir au fil du temps. Et pour vous parler de ces différentes compétences qu'on acquiert au fil du temps, il y a déjà tout ce qui va vous permettre de trouver votre clientèle, des compétences commerciales et marketing qui sont très importantes. Alors moi, mes compétences, c'est j'ai été formée, en fait j'ai fait une formation de gestion de projet, conception et coordination de projet. Donc je pars d'une problématique, je me fixe des objectifs et ensuite je trouve les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif. Et ensuite je coordonne tout ça entre les différentes personnes qui vont participer à l'élaboration du projet. Moi, c'est ça mes compétences. J'ai un diplôme de chef de projet en fait. Mais tout le monde n'a pas ces compétences. Tout le monde ne démarre pas dans l'entrepreneuriat avec ses compétences. Et c'est pour ça que je dis que le plus important, c'est la volonté. Et après, les compétences En fait, il y a les compétences... Oui, pour moi, c'est la volonté. Et puis aussi avoir... Non, en fait, on peut se lancer, on peut avoir une idée de projet, ne pas avoir les compétences. Moi, j'ai pas de compétences de base dans le digital, et pourtant, j'ai fait un projet digital. Mais il faut comment dire, l'audace, faut franchir le pas.
Voilà, franchir le pas et ensuite réfléchir à ok, il me manque ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me forme ou est-ce que je trouve quelqu'un qui le fait à ma place? Donc au final, c'est pour ça que je dis, le plus important en fait, c'est la volonté, avoir un projet qui t'anime et qui fait que c'est ça que tu veux, donc tu vas aller jusqu'au bout. Et après, voilà, je disais compétences commerciales et marketing, ça s'acquiert au fil du temps. Et, ou alors, si c'est des choses que tu n'aimes pas, ben, tu délègues. Mais dans un projet entrepreneurial, trouver des clients, c'est la base. Pour moi, c'est la base de l'entrepreneuriat, c'est réussir à convaincre les clients de venir vers ton produit. Y a-t-il des modèles ou des mentors qui ont influencé votre parcours? Alors, je pense pas que j'ai... Je pense pas, je pense que c'est... Comment dire? Par période, je peux, par exemple, découvrir une personne qui a de l'influence sur les réseaux sociaux et on va dire qu'il n'y a pas une personne qui sort du lot. C'est-à-dire que parfois, par rapport à là où tu en es dans ton projet, tu tombes sur une personne en particulier, tu vas la suivre sur quelques mois et ça va t'inspirer. Okay. Donc moi, j'ai l'impression d'avoir plusieurs personnes qui m'inspirent dans différents domaines et même pas que dans l'entrepreneuriat. Parfois, c'est aussi des gens de la famille. Ils ne sont pas forcément entrepreneurs, mais tu les as vus au tout début galérer pour un projet qui leur tenait à cœur, même si ce n'est pas un projet d'entreprise. Galérer pour un projet et qu'ils ont rien lâché pendant plusieurs années et finalement ils y sont arrivés. Moi, c'est quelque chose qui m'inspire. Donc c'est plutôt des modèles familiales qui ont réussi à toucher leur projet qui vous a attiré vers le haut. Oui, je pense qu'il y a ça. Et puis après, au quotidien, parfois je tombe sur les réseaux sociaux de certaines personnes influentes et oui, ça peut être inspirant. Par exemple, une personne qui est très influente, qu'on voit, je ne sais pas si vous connaissez la marque pour les cheveux, Les Secrets de Loli. Oui. Je ne sais plus comment elle s'appelle en plus. Kelly quelque chose. Elle est dans Qui veut être mon associé. Aujourd'hui, elle commence à avoir beaucoup d'influence et tout. Et c'est sûr que quand on voit son parcours, c'est inspirant. On se dit oui, en plus elle montre d'où elle est partie et là où est-ce qu'elle est aujourd'hui. C'est le genre de parcours, quand on tombe dessus un petit peu sur les réseaux, à la télé, oui, forcément, c'est inspirant. Qui donne envie, effectivement. Oui. Alors, qu'est-ce qui distingue Soleya des autres entreprises du même genre? Il existe déjà des applications, moi j'ai rien inventé, il existe déjà des applications qui permettent de prendre rendez-vous avec des coiffeurs, des esthéticiennes, etc. Pour moi, la différence, c'est qu'aujourd'hui, ces plateformes, déjà, elles viennent soit de métropole, soit de l'international. Et il y a quelques personnes qui utilisent ces plateformes-là à La Réunion. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a, on va dire, 2, 3, 4 plateformes différentes. Et chaque personne est sur une plateforme. Et en fait, il n'y a rien à La Réunion qui centralise tout, qui permet en fait d'avoir accès à tout ce qui se passe à La Réunion. Il faut aller chercher par ici, par là. Et l'ambition, en tout cas, de Soleya, c'est de pouvoir toucher tout le monde pour devenir la référence. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de plateforme 100% réunionnaise. Il y a des plateformes de métropole, même des États-Unis, qui vont fonctionner un peu à La Réunion, mais il n'y a pas de plateforme 100% locale. Et pour moi, la différence, c'est que ça permet d'apporter plus de visibilité aux professionnels avec lesquels je travaille, parce qu'en fait, ça va être plus facile à faire connaître auprès de leur clientèle, vu que c'est une appli locale. Et ça permet aussi d'avoir plus de proximité avec les professionnels, les clientes, et du coup de mieux s'adapter aux problématiques spécifiques des professionnels dans les domaines de la beauté, etc., à La Réunion spécifiquement. Oui. Donc voilà, pour moi, c'est ça la force et la différence. Alors là, j'ai un projet très ambitieux dont je vais vous parler en avant-première aujourd'hui. Merci. Exclusif. Donc pour l'instant, Soleya, l'idée, c'est d'être un annuaire de beauté à La Réunion. C'est ça de façon synthétique. Et en fait, l'ambition à plus long terme, en fait, ce serait d'être ce qu'on appellerait un écosystème de beauté.
Pourquoi un écosystème? Parce qu'en fait, dans le domaine de la beauté, de l'esthétique, de la coiffure, on va dire qu'il y a différentes parties prenantes. Il y a des professionnels qui ont déjà leur institut. Il y a des professionnels à domicile ou qui font à leur domicile parce qu'elles n'ont pas encore d'institut. Il y a des clients, il y a des formateurs, il y a des amateurs aussi. Il y a des amateurs, il y a des fournisseurs, il y a un peu tout ça. Et voilà, ces personnes-là, il y a un lien qui se fait entre elles, mais il n'y a pas encore cette plateforme qui réunit tout le monde. Et donc, ça, c'est l'ambition de Soleillia à long terme, c'est créer cet écosystème qui permettrait, en fait, pour vous donner un exemple, une professionnelle qui se lance demain dans ce domaine-là, elle aura difficilement les moyens de trouver, d'investir dans la communication dès le début. Donc, pour trouver des clients, ça peut être compliqué. Et elle va pas forcément avoir les moyens d'avoir son propre institut. Parce que au niveau des moyens, il faut avoir quelques années d'expérience avant de réussir à avoir les moyens d'ouvrir son institut, avoir son propre local, etc. Parce que ce sont des frais en plus. Donc, si on part de cette idée d'écosystème, en fait, on se rend compte qu'il y a des professionnels qui sont déjà installés depuis un moment et qui ont déjà leur espace de travail professionnel. Et en fait, si on met en relation ces professionnels-là avec des professionnels qui n'ont pas de local, on peut leur permettre en fait de sous-louer, elles, un espace dans leur local pour des professionnels qui ne peuvent pas encore payer au mois et qui pourraient par exemple payer un créneau dans la journée ou une demi-journée ou une journée, réserver une partie du local d'une autre professionnelle. Et sur l'appli, ça permet aussi d'être mis en contact directement avec des clientes. Et en fait, ça crée cet écosystème où en fait, chaque personne s'apporte quelque chose. Donc ce serait ça l'objectif à plus long terme. Le plus gros obstacle, c'était avant la création d'entreprise, c'était trouver comment financer cette entreprise. D'accord. Donc c'est un peu compliqué quand on se lance parce qu'en fait on part de zéro. Ça dépend, il y a des gens qui se lancent avec déjà des économies derrière eux pour les aider à se lancer. Moi j'ai décidé de me lancer, je sortais des études, donc sans pas d'économie. Non. Et donc ça a été ça la plus grosse étape en fait, c'est de trouver. Je savais que j'avais droit à des financements publics de par mon jeune âge, etc. D'accord. Et la plus grande difficulté en fait, ça a été de trouver à quel interlocuteur s'adresser pour réussir à débloquer les financements, avoir un accompagnement, etc. Et donc ça m'a pris, malheureusement, ça m'a pris 2-3 ans avant de réussir à être bien accompagnée par quelqu'un de compétent et qui me permette d'accéder à certains financements. Et donc ça a été la plus grosse étape parce qu'en fait j'avais l'idée, mais je n'avais pas les moyens de réaliser mon projet. Et en fait, à La Réunion, comme en France en général, en fait, il y a plusieurs organismes qui accompagnent les porteurs de projets, mais parfois en fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que chaque organisme me renvoyait vers un autre à chaque fois. D'accord. Parce que j'avais un projet spécifique, création d'applications mobiles. Il y a des gens qui sont un peu... C'était tout nouveau pour... Voilà, pour certaines personnes, il y a certaines personnes, en fait, ça leur parlait pas forcément, ou il y en a qui prenaient pas le risque de financer les applications mobiles parce que c'est un projet spécifique qui coûte beaucoup d'argent et ils ont pas de peur, en fait, par rapport à la rentabilité plus tard, etc. Donc il a fallu se battre pour réussir à convaincre que mon projet avait sa place et d'avoir les financements nécessaires. Oui, moi j'ai un conseil. Déjà le conseil c'est de jamais lâcher, aller jusqu'au bout. Moi il y a des moments j'avais envie d'abandonner, mais je suis quand même assez... mentalement solide. J'ai de la détermination en tout cas. Quand on dit souvent de moi que je suis têtue, quand j'ai un truc en tête, j'ai du mal à l'abandonner, à le lâcher. Donc, je n'ai pas lâché
Mais au fond de moi, il y a des moments où j'y croyais plus. D'accord. Mais je suis allée jusqu'au bout. Donc ça, c'est le premier conseil, ne pas lâcher. En fait, tant qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire, et ben faut pas lâcher. Si par exemple tu tapes à toutes les portes et que on t'a dit non partout et que t'as plus aucun, il y a plus Aucune porte de sortie. aucune porte de sortie, ben essaye de trouver autre chose. Voilà. Mais si t'as pas encore tapé à toutes les portes, ben tu vas taper à toutes les portes, même si t'as l'impression de, parce que c'est dur hein, quand tu te reçois un non, deux non, trois non. Mentalement, c'est compliqué de continuer à y croire. Mais même si tu n'y crois plus, continue jusqu'à ce qu'un jour il y ait une porte qui s'ouvre. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, quand ça commence à bloquer, il faut interpeller les élus, les gens en fait qui prennent des décisions sur l'île. Oui. Donc il faut contacter, par exemple, tu vis à Saint-Louis, tu contactes déjà la mairie de Saint-Louis avec un courrier officiel et tu dis voilà, moi je veux faire ça, j'ai de l'ambition, c'est pour, je suis jeune, je peux apporter quelque chose au territoire, mais là on me bloque dans mon parcours, donc aidez-moi à trouver, je suis voilà, une jeune de Saint-Louis, donc aidez-moi à trouver une solution. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai contacté la mairie, la région, le département, la préfecture, la chambre de commerce. C'est ces gens-là en fait qu'il faut contacter et après parfois ouais, même des élus directement. C'est comme ça que on peut faire bouger les choses. En plus on a la chance d'être à La Réunion, c'est petit donc c'est plus facile aussi de les contacter et que les gens entendent parler de nous. Oui. Donc voilà. Le stress, moi je suis pas quelqu'un de très stressé, mais là j'ai connu le stress. Le stress. Oui. Et après, je sais pas si c'est une émotion, mais le sentiment d'échec en fait. Il faut essayer de pas, quand parfois il y a des coups durs, Oui. il faut essayer de rebondir rapidement et pas tout voir comme un échec parce qu'en fait parfois derrière certains coups durs en fait il y a quelque chose de mieux derrière. Pour canaliser ces émotions, vous avez des conseils à donner aux autres femmes qui veulent devenir entrepreneuriales? Déjà, prendre du temps pour soi. Par exemple, par rapport au stress, si du lundi au dimanche, je sais pas, de 6h à 20h, tu es sur ton projet, en fait, tu vas jamais te débarrasser du stress. Il faut prendre du temps pour toi, il faut aller, je sais pas, faut aller faire des pique-niques avec sa famille, il faut aller à la plage avec ses amis, ou sinon rien que être chez soi, ne rien faire, prendre du temps pour soi, pour moi c'est très très important parce que sinon on tient pas. Je sais pas si j'aurais pu faire quelque chose différemment parce que c'est le parcours que j'ai eu, enfin je regrette rien. Après si je reprenais à zéro, ben, je serais plus, comment dire, je serais peut-être, en fait, si je pouvais recommencer à zéro, peut-être que je me serais épargné des périodes de stress. J'aurais eu le même parcours, mais je l'aurais fait de façon plus détendue. Parce que si on le fait une fois, tu le refais une deuxième fois, tu sais à quoi t'attendre. Donc forcément, tu te dis, je sais que le plus important, c'est mon état d'esprit. Et c'est un truc dont on n'a peut-être pas conscience au tout début quand on commence. D'accord. Voilà, donc peut-être avoir un meilleur état d'esprit dès le début, quoi. C'est le fait d'avoir contacté toutes ces institutions, ça m'a aidé à trouver les financements qu'il fallait, mais ça a pris du temps en fait. C'est en fait entre le premier jour où je suis allée à la chambre de commerce pour me renseigner, le jour où les financements sont tombés, et le jour où mon application est sortie, il y a 4 ans qui sont passés. Donc, bien sûr, entre-temps, ben, j'ai alterné entre des périodes où j'étais concentrée sur mon projet et des périodes où j'étais concentrée sur mon projet et des périodes où j'ai dû travailler un petit peu à côté. D'accord. Après, ben, j'ai la chance d'être bien entourée et ça, c'est quelque chose qui m'a permis aussi à certains moments, quand j'avais pas le temps pour travailler, ben, c'est ça qui m'a permis aussi de me concentrer à fond sur mon projet.
En fait, bon, vu que moi c'est un projet d'application mobile, les gens, ils ont besoin, avant de payer pour un service sur une application, il faut qu'ils sachent comment fonctionne l'application. Donc, et aussi pour faire une application qui réponde bien aux besoins des gens à qui elle est destinée, il faut les inclure dans le processus de développement de l'application. Donc ce que j'ai fait en fait, moi, c'est que je suis passée par... j'ai fait une étude de marché, j'ai fait un prototype de l'application que j'ai fait tester par plusieurs personnes, dont des professionnels. Après, quand l'application est sortie, la première comment on dit, version de l'application, ben, j'ai permis à des professionnels en fait, de s'inscrire gratuitement et de tester. Et en fait, c'est toutes ces étapes-là, à partir de l'étude de marché, où j'ai commencé à contacter des personnes, en fait, c'était le début en fait de... c'est comme un parcours qui permet en fait petit à petit de transformer ces personnes-là en clients. Parce qu'en fait, les gens, ils ont été impliqués dès le début, donc ils savent que c'est une application qui va vraiment leur être utile. Et ils sont intéressés par le projet, donc ils jouent le jeu. Et en fait, finalement, ils viennent pour tester. Et après, quand on passe à la facturation, ben, ils restent parce qu'on leur a apporté ce dont ils avaient besoin. Et quand ils nous ont dit qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, ben, on l'a changé pour que ça réponde vraiment à leurs attentes et à leurs besoins. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Alors j'ai constaté très récemment, parce qu'en fait depuis quelques temps, je commence, en fait maintenant que je suis plus à fond sur la conception de mon produit qui est l'application, maintenant je peux enfin sortir la tête de l'eau et je vais à la rencontre d'autres entrepreneurs. D'accord. Et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs hommes que d'entrepreneurs femmes. Et moi, du coup, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, c'est vrai qu'autour de moi, j'ai des amies qui travaillent dans certains secteurs. Elles n'aiment pas trop ce qu'elles font, mais elles ont l'impression qu'elles peuvent rien faire d'autre. Et en fait, je me dis finalement, dans la façon dont on éduque les filles et les garçons, en fait, les garçons, on les éduque à aller au bout de ce qu'ils veulent, à être des conquérants, ils ont une bonne confiance en eux. Et malheureusement, pour moi, un des freins, en tout cas moi, mon impression, un des freins, en fait, finalement, c'est nous-mêmes par rapport à l'éducation qu'on a eue, où on nous a appris plutôt à rester à notre place, etc. Mais du coup, il y a beaucoup de femmes qui se bloquent elles-mêmes. Mais pour moi, c'est comment dire, un problème de société. Il faut transmettre aux femmes qu'elles aussi, elles peuvent le faire. Et après, je ne l'ai pas vécu moi-même, mais ça, c'est un sujet que j'ai aussi beaucoup entendu. En tant que femme, on peut aussi faire face, comment dire, on peut être moins prise au sérieux. Par exemple, moi, je m'adresse à des femmes qui sont dans le domaine de la beauté. On peut voir ça comme quelque chose d'un peu superficiel. On a peut-être moins de crédibilité qu'un homme qui se lance dans un truc lié à la finance ou je sais pas quoi. T'es une femme qui se lance dans un truc de beauté, c'est moins, peut-être un peu moins bien vu, ou tu as un peu moins de crédibilité en tant qu'entrepreneur. Donc ça aussi, je pense que ça peut être un frein, c'est réussir à comment dire, À se dépasser. et à prouver, enfin je sais pas s'il faut le prouver aux autres, mais en tout cas à prouver qu'on peut le faire et qu'on est tout aussi crédible qu'un homme. Via les réseaux sociaux essentiellement. C'était ça, vu que moi c'est un produit digital, ben, je voulais rester dans le digital et ça marche. Là pour l'instant, j'ai pas encore... En tout cas, ma stratégie, elle tourne beaucoup autour des réseaux sociaux et c'est ce qui marche le plus. Après, il y aura d'autres choses à mettre en place petit à petit, on ne peut pas rester que là-dessus. Il y a des publicités payantes sur Google et Facebook. Il y a le référencement de son site internet sur les moteurs de recherche. Et puis après, il y a la pub qu'on fait, aller à des événements, des salons, etc. pour parler de son entreprise. Ça aussi, c'est important. Voilà. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, exactement. J'ai fait une étude de marché, oui. Oui. En fait, le fait d'avoir un projet que j'aime
et que ma vie tourne autour de ce projet. Et de me dire que le matin, je me lève pour atteindre les objectifs que je me suis fixés, mais ce sont des choses qui me plaisent vraiment. C'est ça que j'aime. Du coup, j'ai pas beaucoup de concurrents, c'est des concurrents indirects. Et en fait, moi, je débarque tout juste, donc l'idée, c'est de réussir à se placer sur ce marché. Donc, par exemple, il y a une application très très connue qui s'appelle Planity, je ne sais pas si vous connaissez. C'est en fait une application qui vient de France, mais qui sont dans plusieurs pays du monde et qui sont aussi à La Réunion. Et en fait, ça permet aux professionnels d'avoir un compte et après de faire leurs clients prennent rendez-vous directement sur Planity. Voilà. Mais moi, en fait, ce que j'ai décidé de faire, au lieu d'être un concurrent direct à Planity, en fait, il y a des professionnels qui travaillent avec Planity, et je leur permets d'être sur mon application à moi. Donc j'essaie de faire un truc complémentaire. Planity ne leur apporte pas de visibilité. Moi, je vais t'apporter de la visibilité, et quand les clients vont arriver sur la plateforme, ils vont être redirigés pour la prise de rendez-vous vers Planity. Donc j'essaie d'être complémentaire, parce que moi, je débarque tout juste sur le marché, donc il va falloir du temps avant que les gens comprennent que c'est l'appli référence de la beauté à La Réunion, quoi. Alors quand j'ai commencé, je vivais seule. C'est pas les mêmes enjeux quand on vit seul que quand on vit avec son compagnon. Aujourd'hui que je suis en couple, on va dire que c'est un peu différent et que avant en fait je travaillais par exemple le soir. Parfois je travaillais la nuit, la journée je me reposais, je travaillais la nuit. Ça m'est déjà arrivé de faire ça. Aujourd'hui, je fais plus ça. Comme lui, il a des horaires de travail fixes, et moi, je me cale sur ces horaires-là, et j'essaie de bien faire la différence entre vie perso et vie pro, même si parfois, le soir, on a des petits trucs sur lesquels avancer, mais j'essaie quand même d'avoir le moment où je travaille sur mes projets, et puis après, le soir, on se retrouve et on n'est plus... Je peux pas passer mon temps à travailler sur mon projet alors que j'ai des proches, quoi. Oui, moi, c'est des sacrifices financiers. Comme je disais, je suis bien entourée. Donc ça a été un plus, mais j'ai fait des sacrifices financiers parce que j'ai alterné des périodes où je travaillais un peu pour me faire de l'argent. Il y a des moments où je travaillais pas, je travaillais à fond sur mon projet. Et du coup, mon projet, il gagnait. Il ne me rapportait pas d'argent. Donc moi, je vois ça comme un investissement. Pour que plus tard, ça me rapporte. Mais oui, j'ai fait des sacrifices financiers. Pour moi, le leadership, c'est... Moi, ce que je mets derrière, en fait, c'est une énergie que certaines personnes ont qui font que naturellement, on les suit, on suit leurs projets. C'est ça, pour moi, le leadership. Alors, selon moi, oui et non. Oui, dans le sens où on est tous capables d'apprendre. En fait, on est tous capables d'apprendre de nouvelles choses et on a les humains une capacité d'adaptation qui fait qu'on peut tous tout faire, selon moi, avec pour certains, ça demandera beaucoup plus de travail que d'autres. Et donc, dans ce sens, oui. Non, parce que tout le monde n'a pas l'envie et la volonté, en fait. Et c'est qu'une question d'envie. Quelqu'un qui veut, vraiment, il va pouvoir le faire. Quelqu'un qui n'en a pas envie, il va vite se retrouver bloqué. Et voilà, je pense que c'est pas fait pour tout le monde, et tant mieux, en fait. Chacun sa place dans la société. J'ai pas toujours été motivée, du coup. Mais on va dire que ce qu'il faut faire pour ne pas perdre la motivation totalement, c'est à chaque fois qu'on se retrouve face à un problème, trouver une solution. Même si on n'est plus motivé, on trouve quand même une solution, et en fait la motivation, elle revient. Dès qu'il y a des choses positives qui viennent, la motivation, elle va revenir. Non, pour contacter les élus, il n'y a pas eu de difficulté. En fait, pour qu'ils vous entendent, pour qu'ils vous... En fait, la difficulté, ça a été d'être entendu par les différents organismes d'accompagnement à la création d'entreprise.
Et en fait, c'était soit des gens qui croyaient pas en mon projet, soit que leur structure n'était pas apte à m'accompagner, donc il fallait me rediriger vers quelqu'un d'autre. Et bon, je tournais en rond. Et c'est ça la difficulté que j'ai rencontrée. Donc après, là, j'ai fait des courriers aux élus. Oui. Et là, ça m'a... En fait, directement, j'ai eu des rendez-vous. Ça a été très... Comment on appelle ça? Un déblocage. Oui, ça a été un déblocage. J'ai eu mes rendez-vous et de fil en aiguille, en fait, j'ai été orientée vers le bon organisme avec la bonne conseillère. Et là, j'ai été bien encadrée et j'ai pu lancer le projet. De jamais avoir lâché malgré les difficultés et les années qui sont passées. Et après, ce que j'aime, c'est le projet en lui-même, le fait que ça s'adresse à des femmes, que ce soit un projet de femmes, pour les femmes, c'est quelque chose dont je suis fière. Que ça puisse participer à encourager l'entrepreneuriat féminin, c'est quelque chose dont je suis très fière aussi. Beaucoup de choses. Je pense que j'ai appris des choses sur moi-même, sur mes limites. J'apprends à prendre soin de moi. Parce qu'en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on doit toucher à tout faire. Et en fait, on s'écoute plus. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et puis après, j'ai appris tellement de choses, des compétences dans le marketing, faire une étude de marché, tous les trucs liés à la création d'une entreprise. De commencer. Déjà, pour commencer, parce qu'il y en a qui ont une idée, qui y vont pas, donc déjà, faut y aller. Premier conseil. Et après, aller se renseigner. Il y a par exemple la chambre de commerce, la chambre des métiers. Aller se renseigner auprès des institutions et des organismes qui existent et chercher aussi à se faire accompagner et s'entourer. Par exemple, d'un réseau, essayer d'aller à des événements où il y a des entrepreneurs, etc. Parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'on est tous soit dans la même galère, soit passés par la même galère. Et c'est ça qui donne un coup de boost, de voir d'autres personnes qui ont leurs projets, des beaux projets, et qui sont passés par la galère et qui n'ont jamais abandonné. Et c'est ça qui motive aussi à continuer, de voir qu'en fait, on n'est pas seul dans notre situation. Oui, un réseau d'entrepreneurs. Un réseau d'entrepreneurs, c'est très important parce que un réseau, il faut avoir un peu de tout. On peut s'entourer de personnes salariées, par exemple, mais les entrepreneurs, ils vous apporteront un petit truc en plus qui vous permettra de garder la motivation, selon moi. Comme je disais, moi, je vois Soleya comme la référence numéro 1 des applications beauté à La Réunion. Je ne peux pas faire plus clair. Et après, avoir des partenariats, bien sûr, c'est important, que ce soit avec des marques, avec des magasins, c'est très important. Et également, après, on est sur le digital, donc on est dans l'ère de l'innovation. Faire intervenir sur l'application tout ce qui est intelligence artificielle, ça peut être aussi très intéressant. L'héritage, ma force, j'aimerais pouvoir transmettre ça, ma force en tant que femme à aller au bout de ses projets. J'espère que ça restera et ça donnera l'envie dans le futur à d'autres femmes d'aller au bout de ce qui leur plaît. Eh bien, merci beaucoup, Léa Simba, pour avoir communiqué votre entreprise, votre façon d'avoir géré le stress et d'avoir réussi à votre projet, Soleya, le futur numéro 1 de La Réunion. De la beauté à La Réunion. De la beauté à La Réunion. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli.